L'actualité majeure aujourd'hui, c'est cet incendie qui ravage la forêt de Fontainebleau. Plus de 800 pompiers mobilisés à cette heure. On va y revenir dans un instant. Pour les auditeurs d'Europe 1, on voit ces images marquantes de l'après-midi, des habitants qui luttent contre le feu. On y reviendra. Et restez avec nous puisqu'on sera en liaison, si tout se passe bien, avec un pilote de Canadair. Mais avant, l'actualité également marquée par ce discours d'Emmanuel Macron à la veille du défilé du 14 juillet. Il s'est exprimé devant les militaires. En ce moment même, il est réuni avec les dirigeants de la coalition des volontaires. Dans un discours qui mettait en avant le retour de la guerre aux portes de l'Europe, il l'a assuré: nous sommes prêts à défendre la paix au prix du sang s'il le faut. Au de la guerre, la France n'est pas seule. Bien au contraire. Ancrée dans son socle européen, mais apte aussi au plus grand large, elle s'est proposée des initiatives et fédéré des coalitions. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang s'il le faut. Alors, Louis de Ragnel, la première réaction que j'ai eue, et je pense ne pas être le seul, c'est au prix du sang, première certitude, ce ne sera pas le sien. C'est-à-dire qu'il n'ira pas sur le terrain pour combattre si nécessaire. Et donc, ce qui fait dire à beaucoup que c'est un discours va-t-en-guerre qu'on a entendu aujourd'hui, bien que lui, à titre personnel, ne prendrait pas de risque. Le chef de l'État. Écoutez, c'est un discours qui va qui est dans la même veine que les derniers discours d'Emmanuel Macron sur tous les sujets stratégiques. Et cette année, donc, Emmanuel Macron a voulu associer la coalition des volontaires au défilé du 14 juillet. Demain, il y aura 500 soldats, 500 militaires de pays membres de cette dite coalition des volontaires qui défileront. Il y aura des soldats ukrainiens qui seront présents. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron veut absolument durcir le discours face à la Russie. Il veut absolument embarquer le plus possible d'Européens dans cette direction-là. C'est pas une fête nationale, c'est une démonstration de force face à la Russie, c'est ce que vous nous dites. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent aujourd'hui que c'est une forme de détournement de l'esprit du 14 juillet, de la fête de la Fédération, de la nation en armes qui est célébrée, et avec une volonté de politiser un peu ce défilé militaire, en essayant d'associer l'Ukraine, alors que normalement devrait défiler éventuellement quelques bataillons européens, l'armée française, comme c'est le cas depuis un certain nombre d'années. Et donc dans cette perspective-là, Emmanuel Macron a fait ce qu'il sait faire aussi de mieux, c'est-à-dire célébrer son propre bilan. Ouais. Alors il y a des choses qui sont positives, hein. Le budget de la loi de programmation militaire a été quasiment doublé entre son arrivée en 2017 et aujourd'hui, mais il reste tant à faire. C'est-à-dire que vous parlez à des militaires de n'importe quelle armée de terre, marine nationale, sur la question du drone, le retard sur la question du drone notamment, très concrètement sur le terrain. Il y a encore énormément il y a encore énormément de défis capacitaires, et beaucoup de militaires vous expliquent qu'on est prêt pour une guerre rapide, courte, mais on n'est absolument pas prêt pour la guerre de haute intensité. La bataille avec l'envoi d'une armée de masse. Aujourd'hui, on n'est pas une armée de masse, et on voit bien que les défis pour demain, c'est de constituer une armée de masse. Et puis, si on fait un peu le condensé quand même rapide du bilan d'Emmanuel Macron sur les questions de défense, il y a un sujet dont Emmanuel Macron parle assez peu, c'est la question du continent africain. Quand il est arrivé, la France était présente dans, je crois, plus de 4 à 5 pays africains qui étaient des bases très importantes. La France était présente au Mali. Et ce qui est vrai, ce qui est vécu un peu comme vraiment une défaite par un certain nombre de militaires, c'est le fait qu'on se soit fait chasser par des djihadistes en mobilette. Alors certes, il y avait les forces de Wagner qui étaient aux côtés du gouvernement malien, mais que ce soit au Mali, au Burkina Faso et dans d'autres pays, voilà, pour l'armée française, ça a été quand même une période très difficile à vivre, et avec ce redéploiement vers la menace européenne, qui est la bascule aussi politique qu'a voulu Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui a la manœuvre pour essayer de montrer toujours plus que le danger se situe
en Russie, à l'est de la France. Il monte l'ennemi, effectivement, vers l'est, et on le voit bien ces dernières heures. Tout est fait, finalement, pour dire aux Français, l'ennemi, c'est la Russie. Le retour de la guerre est aux portes de l'Europe, et il y a cette réunion avec la coalition des volontaires. Vous l'avez très bien expliqué, Paul Sugy, un 14 juillet demain, où on se demande si ce n'est pas plus la fête de l'Europe que la fête nationale. On a l'impression que cette idée de souveraineté, elle est un peu diluée demain, non ? Non mais attendez Olivier, d'abord à l'heure où on se parle, donc à la veille du 14 juillet, la menace russe, elle se matérialise très concrètement sur les armées par une cyberattaque de grande ampleur qui a été détectée par les services français qui sont justement aptes à lutter contre ces cyberattaques, à les détecter, à les attribuer, parce que c'est parfois très difficile de trouver leur origine, et ensuite évidemment de se défendre et de protéger les intérêts souverains de la France. Donc cette cybermenace, pour le coup russe, très bien identifiée depuis plusieurs années, on se souvient d'attaques qui ont été par exemple menées, qui ont touché des hôpitaux, qui ont affecté des fonctions vitales du pays, c'est une des manières hybrides dont la Russie aujourd'hui lutte directement contre les intérêts vitaux de la France. Donc je ne crois pas que la responsabilité du président de la République soit autre chose que de nommer le réel qui est aujourd'hui qu'effectivement il y a une confrontation pour un certain nombre de raisons politiques qui évidemment s'expliquent sur le temps long, mais il y a une confrontation aujourd'hui entre les attaques ou les menaces que représente aujourd'hui la Russie et ses alliés et les intérêts de la France. Mais vous n'y voyez pas aussi une aubaine pour Emmanuel Macron de cacher son bilan en disant voilà. Votre analyse sur l'aspect politique. Le 14 juillet, d'abord ça a toujours été une fête politique et le défilé militaire c'est en même temps aussi un moment de monstration ou de démonstration politique. Le président de la République se montre lui-même, il descend les Champs-Élysées, parfois sous les sifflets ou les quolibets. Emmanuel Macron en a fait l'amère expérience, encore que peut-être que demain, l'instauration d'un QR code obligatoire pour filtrer les participants qui pourront assister au défilé pourra peut-être nuancer un peu le phénomène de rejet dont le chef de l'État fait parfois les frais. Donc c'est une fête politique, très politique, et dans laquelle l'armée française a pris depuis de nombreuses années l'habitude de s'exposer aux côtés d'alliés. Et effectivement, il y a une dimension aujourd'hui européenne dans la manière dont la France envisage sa défense. Pourquoi ? Parce que les États-Unis nous ont bien fait comprendre, on ne sera plus nécessairement là pour assurer votre défense, et certainement pas en tout cas à notre frais comme on l'a fait depuis des dizaines d'années avec ce parapluie américain. Malheureusement, la France, je crois, d'une part, a bien sûr raison de rappeler à ses alliés européens qu'aujourd'hui, il va falloir compter sur ses propres forces. Mais malheureusement, elle est un peu seule à le faire. Ce qu'on voit, c'est que par exemple, ce n'est pas les Anglais qui étaient capables d'armer en quelques jours leur groupe aéronaval pour aller se porter ensuite en soutien logistique au Moyen-Orient. On a vu la déroute que ça a été. Ce n'est pas par exemple les Danois qui sont directement opposés aux États-Unis sur la question territoriale du Groenland et qui malgré tout vont commander des avions de surveillance à ces mêmes Américains qui seront probablement ensuite engagés demain pour des opérations qui iront directement contre leurs intérêts au Groenland. Donc les Français disent aux Européens il va falloir qu'on fasse davantage confiance à nos propres forces. Mais Macron, là-dessus, prêche un peu dans le désert. Mais peut-être que, de nouveau, ce 14 juillet peut montrer que c'est l'intérêt commun de tout le continent. Mais Louis Darinel, est-ce que, finalement, Emmanuel Macron peut s'emparer du 14 juillet, justement, à des fins politiques ? Est-ce que ce n'est pas supprimer une fête populaire, une fête souveraine, au fond, où les citoyens peuvent applaudir leur armée et leurs militaires ? Parce que là, c'est très politique. Il y a toujours eu une confusion, objectivement, autour du 14 juillet. C'est-à-dire que tous les chefs de l'État, à chaque fois, disaient qu'ils ne faisaient pas de politique. Et en réalité, ils en faisaient. Souvenez-vous, pendant les années, jusqu'aux années Chirac, il y avait la fameuse Garden Party à l'Élysée, où beaucoup de gens se pressaient, avaient absolument envie d'être là pour voir le président, pour pouvoir en être, entre guillemets. Et donc, ça a toujours été, la dimension politique a toujours été très forte. Là où il y a vraiment une teinte un peu différente cette année, c'est que c'est le dernier 14 juillet d'Emmanuel Macron. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le discours tout à l'heure d'Emmanuel Macron à l'hôtel de Brienne, vous savez, le ministère des Armées, chaque année le président s'exprime le 13 juillet, donc la veille du 14 juillet, et on a l'impression, quand on écoute Emmanuel Macron, qu'il est encore là pour 10 ans. Non mais il se projetait comme s'il était là, donc il annonce une nouvelle revue stratégique pour balayer le spectre des nouvelles menaces dans les 10 prochaines années. Il annonce un certain nombre de choses, alors ça montre qu'il est président jusqu'au dernier quart d'heure, mais à aucun moment vous sentez le fait que Emmanuel Macron
est en train de dire voilà, je vais devoir passer la main. Et ça, c'est quelque chose qui est très saillant. Et simplement une chose par rapport à ce que disait Paul Sugy, moi je trouve que la grande absente, quand même, la thématique très absente de ce 14 juillet, c'est quand même l'évocation d'une manière ou d'une autre de la menace qui se situe toujours au niveau de la Méditerranée. Et c'est un défi énorme pour nous qu'on n'a absolument pas résolu et qui est le grand défi à venir. Mais bien évidemment, en quelques secondes, on ne vous a pas entendu, Léonard Zerbib. La question est simple, fête nationale ou européenne, demain le 14 juillet, quelle est votre perception avant de marquer une très courte pause? En fait, que je rejoins en partie ce qu'a dit Paul Sugy, mais pas complètement. C'est-à-dire que ce soit qu'on demande des alliances avec d'autres États européens dans le contexte international qu'on connaît, ça me paraît évident. Mais là où je trouve qu'il y a toujours une ambiguïté du côté d'Emmanuel Macron, c'est qu'on ne comprend jamais ce qu'il entend par la souveraineté européenne. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons un principe qui est la souveraineté nationale. Et on le voit, vu la division qu'il y a au sein de l'Union européenne, le concept de souveraineté européenne qui a permis à Emmanuel Macron de se faire élire n'existe pas. Donc que Emmanuel Macron évoque des alliances, c'est très bien. Qu'il évoque une solidarité à l'échelle européenne, c'est très bien. Qu'il souhaite proposer une augmentation du budget de la défense, on ne peut que le saluer. Mais qu'est-ce que la souveraineté européenne? À mon sens, pas grand-chose. Allez, on marque une très courte pause sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est l'actualité de la journée. Plus de 1000 hectares de feu parcourus dans la forêt de Fontainebleau. 800 pompiers mobilisés, des moyens aériens jamais employés face à une telle situation. C'est un joyau français qui est en train de brûler cette forêt de Fontainebleau. C'est pour ça qu'il y a autant d'inquiétudes et d'émotions. On en parle dans un instant. Et de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Paul Sugy, Benjamin Camboulive, Louis de Ragnel et Léonard Zerbib. Et on va parler de l'actualité de la journée, ce phénomène exceptionnel. Ce feu de forêt à seulement 60 km au sud de Paris, du jamais vu. Un feu qui n'est toujours pas fixé, qui continue de s'étendre. D'ailleurs, un incendie très virulent. Il s'est déclenché hier. 900 habitants, même plus maintenant, évacués. On va aller retrouver Sarah Varny. Nos équipes sont mobilisées sur place. On va faire un point d'étape avec vous, Sarah. Je le disais donc, dernière information, le feu n'est toujours pas fixé. Plus de 1000 hectares parcourus. Plus de 1000 hectares, effectivement, qui sont partis en fumée de cette forêt de Fontainebleau. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de fixer cet incendie. Mais pour le moment, avec le vent, vous pouvez le voir, le vent continue de diffuser les flammes dans cette forêt de Fontainebleau avec des directions changeantes, qui modifient, qui compliquent la tâche pour les pompiers. Tout le monde est mobilisé. Les agriculteurs aident également les pompiers. Ils ramènent dans des citernes de l'eau pour qu'ils puissent ici, vous le voyez, s'approvisionner en eau, remplir les camions pour ensuite retourner dans la forêt où nous nous trouvons actuellement ici, dans cette forêt des Trois Pignons, qui est donc au cœur de cette zone incendiée, cette zone qui part en fumée. Le travail est donc très compliqué pour les pompiers qui tentent désespérément de ralentir, de fixer cet incendie. Pour le moment, ils sont toujours à pied d'œuvre et plus de 900 habitants ont été évacués, notamment proches en lisière de forêt, et les pompiers qui vont donc continuer de travailler tout au long de la soirée. Merci beaucoup Sarah Varny, en duplex de Noisy-sur-Icole, petite commune qui va être évacuée. Donc, alors déjà, c'est vrai que Paul Sugy, un feu de forêt habituel, ça provoque beaucoup d'émotions, d'inquiétudes. Mais là encore plus, parce que c'est inédit, c'est une première. Et c'est la forêt de Fontainebleau, ce n'est pas n'importe quelle forêt. Et ce qui est intéressant de voir, c'est cette mobilisation des citoyens sur place, qu'ils soient agriculteurs, ils n'arrêtent pas depuis dimanche, que ce soit les habitants, que ce soit les pompiers volontaires, les gendarmes réservistes. C'est tout à fait... étonnant de voir cette mobilisation face à ces flammes. Étonnant. Quand on connaît la France de l'intérieur, on n'est pas étonné parce qu'on sait qu'il y a cette réserve de sens civique chez de très nombreux de nos compatriotes. Et qu'effectivement, on n'est pas surpris de les voir à pied d'œuvre, de jour, de nuit, pour sauver pas nécessairement sa propre maison, son propre lopin de terre, mais celle du voisin, tout un village. Et donc cette solidarité naturelle qui se crée. Alors là, on a beaucoup vu ceux qui sont au front. Il y a aussi tous ceux qui sont à l'arrière. C'est comme dans une guerre, au fond. Il y a ceux qui vont ouvrir leur maison aux personnes évacuées. J'ai vu ça beaucoup au village du Vaudouet, par exemple, dont un certain nombre d'habitants, je crois, ont été évacués. Je ne sais pas si certains ont pu réintégrer leur maison depuis ou non, mais en tout cas, ceux qui étaient privés de domicile pendant l'intervalle étaient accueillis dans des cafés qui ouvraient grand leurs portes ou leurs terrasses pour que les personnes
personnes sans domicile puissent avoir un point fixe. Éventuellement, se mettaient d'accord aussi pour savoir qui pourrait héberger, qui avait une chambre ou deux à prêter aux habitants. Et donc voilà, tout ça nous dit quelque chose au fond. C'est vrai que sur ce plateau, on a tendance, sur des cas individuels très précis et très malheureux, de déplorer la perte de sens civique, mais en réalité, c'est la face émergée de l'iceberg, et heureusement, sous la ligne de flottaison, le gros du pays continue de vivre ce patriotisme, cette solidarité instinctive et naturelle, chaque fois qu'un avis de gros temps est émis. Et c'est vrai que dans les drames, ça révèle toujours parfois aussi, il y a toujours des lumières. Pays qui s'expriment. Ouais. Alors on voit, je le dis, Louis Dragnel, la nature des gens, exactement, pour les auditeurs d'Europe 1. On a vu à l'instant, sur ces images en direct, un hélicoptère bombardier également qui rentre en action, parce qu'il faut savoir que effectivement la population locale est à pied d'œuvre, les pompiers professionnels, certains venus du Var même, mais aussi beaucoup de moyens aériens, là encore inédits, mis en œuvre par les autorités. Absolument, avec les hélicoptères bombardiers d'eau qui sont très pratiques parce que c'est facile à utiliser, c'est léger. Mais le revers de la médaille, c'est que ça transporte assez peu d'eau. Ouais. Donc voilà. Enfin, c'est efficace, mais avec des limites. Les Canadair sont quand même plus efficaces. Ils sont loués, ces bombardiers, ou ce sont des hélicoptères bombardiers français? Alors, la France dispose de 36 hélicoptères bombardiers d'eau, dont 26 écureuils qui sont assez vieux, qui ont à peu près 20 ans, qui ont 20 ans. Et il y a un plan d'acquisition de nouveaux hélicoptères bombardiers d'eau, un plan qui a été mis en place il y a quelques années. Et à terme, la France devrait être dotée, d'ici une dizaine d'années, de 36 nouveaux hélicoptères bombardiers d'eau pour renouveler comme ça intégralement notre flotte. Alors que nous voyons, et je le dis là encore pour nos amis d'Europe 1, ces images de fumée blanche impressionnantes dans la commune de Tousson. Ce sont les images d'Astrid Laïg, notre journaliste également mobilisé sur place. Vous le voyez, inquiétude, donc ce n'est pas encore loin d'être terminé. Il faudra même peut-être plusieurs semaines pour arriver au bout de cet incendie qui vraisemblablement, et c'est là ce qui est tout à fait révoltant, Benjamin Camboulive, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, ce ne sont pas ces mots qui sont révoltants, c'est ce qu'il a annoncé, c'est que vraisemblablement, c'est la main de l'homme. C'est en tout cas une hypothèse privilégiée à cette heure, et quand on voit tous les dégâts, eh bien c'est un crime. D'ailleurs, le Code pénal prévoit un crime, et on imagine que les enquêteurs sont sur le pied de guerre, là. Bien entendu, et c'est un impact matériel qui est effectivement catastrophique. Il y a aussi un risque létal, ne serait-ce que pour les forces de secours en intervention. Donc la nécessité, si on vient identifier un auteur qui s'est rendu coupable de ça, la nécessité d'avoir des peines qui soient lourdes et adaptées à la gravité des faits, bien sûr qu'elle est là. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est toujours la distinction entre ce que le Code pénal prévoit et puis ce qu'on applique réellement, ce qu'on est en capacité d'appliquer. Le Code pénal, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quand ce sont des actes involontaires, vous avez des peines délictuelles. Si jamais c'est volontaire, c'est des peines criminelles, donc ça peut monter. Néanmoins, ça, ce sont des maximums théoriques. 3 ans pour la volontaire, 15 ans pour le criminel, s'il n'y a pas de mort, de blessés. Ce sont un maximum théorique. Après, la sanction, elle va dépendre des circonstances de l'infraction, donc justement volontaire, pas volontaire, de la personnalité de l'auteur, par exemple s'il est mineur. Et puis, et c'est là le risque, c'est que dans ce domaine, comme dans d'autres, il y a la saturation de notre parc carcéral, elle joue aussi. C'est-à-dire que dans le fait qu'on prononce certaines peines, le fait qu'on soit à 139% de densité carcérale, ça n'incite pas à prononcer des peines particulièrement fortes. Et même le juge d'application des peines, au moment d'aménager certaines peines, forcément, si le parc carcéral local il est complètement saturé, là aussi, ça rentre en ligne. Alors, c'est une réalité. Je me tourne vers l'homme de loi, Léonard Zerbib, effectivement. Mais face à ces événements tout à fait exceptionnels, on voit la gravité, les conséquences. Je le rappelle, c'est considéré comme un crime, mettre le feu comme ça à une forêt avec toutes les conséquences. C'est ça. Donc, effectivement, là, on espère au moins que la justice prend en compte toute cette gravité. C'est des phénomènes exceptionnels. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, si c'est volontaire, à ce moment-là, c'est un crime. Et si c'est un incendie involontaire, c'est un délit. Donc ça veut dire que c'est quand même réprimé par le Code pénal, mais effectivement qui est réprimé moins lourdement. Et ensuite, on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des aggravations de peine en fonction des circonstances, en fonction du fait, par exemple, si c'est commis en bande organisée, ça peut aller jusqu'à 20, voire 30 ans de réclusion criminelle. Donc, en tout cas, ce qu'il faut bien dire à nos téléspectateurs et aux auditeurs, c'est que le Code pénal, on dispose au
termes du code pénal, de tous les éléments pour prendre des sanctions qui sont très fermes. Maintenant, je voulais réagir à ce qu'a dit monsieur à l'instant. Vous avez parfaitement raison. Nous avons aujourd'hui un parc carcéral qui est beaucoup trop saturé, 139%. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, en quelque sorte, on mène une politique pénale en fonction du nombre de places de prison. C'est-à-dire que dans un État normal, qui fonctionne normalement, on mène une politique pénale par rapport aux répressions de la société, par rapport aux atteintes que subit la société et pas par rapport au nombre de places de prison. Et aujourd'hui, si vous discutez avec tous les parquets, avec les magistrats, ils vous disent mais en fait, on est obligé au cas par cas de dire ce qui est le plus grave, ce qui est le moins grave, parce qu'on n'a pas assez de places de prison. Alors on dit qu'on en construit, on sait qu'il y a cette question-là du manque de moyens aujourd'hui de la justice, mais force est de constater aujourd'hui que malheureusement, il y a une politique pénale qui est menée en fonction des places de prison. Voilà, on imagine que ce ne sera pas le cas dans telle situation. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs hypothèses. C'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler un pyromane. Ça peut être effectivement... alors vous me regardez, alors je le dis pour les auditeurs, vous me regardez avec des gros yeux, mais c'est vrai, ça peut être aussi, pourquoi pas, un acte involontaire. On ne le sait pas encore, la justice le déterminera. Oui, non, mais vous avez raison. Non, parce que... La justice le déterminera. Dans ce qui est un peu troublant, c'est les départs de feu multiples et simultanés. Alors oui, il y en a un autre à la Faisanderie. On l'a appris récemment. Voilà. Dans la forêt de Fontainebleau. Donc quand vous avez 3-4 départs de feu dans la même zone à peu près au même moment, il y a assez peu de doute du fait que ça vienne d'une intention de la part de l'homme. Je ne vois pas l'hypothèse dans laquelle c'est 6 personnes différentes qui ont jeté par mégarde un mégot de cigarette, alors que les chaînes d'infos tournent en boucle sur les feux qu'il y a dans la forêt de Fontainebleau et ailleurs. Je vois difficilement comment ça peut être un acte involontaire. Benjamin Cambouli, qui représente la police nationale, effectivement, il y a quand même plusieurs faisceaux d'indices qui nous laissent à penser que là, ça semble volontaire. Si on voit plusieurs départs de feu simultanés ou à quelques heures d'écart, ça interroge. Disons que la quasi-certitude, c'est déjà que ce soit humain, comme origine. Après, pour l'aspect volontaire, vous le disiez, il y a les deux cas de figure. Il y a l'irresponsable qui jette son mégot de cigarette, et puis il y a le pyromane. Bien sûr, on s'oriente quand on voit cette multiplicité de départs de feu simultanés vers quelque chose de volontaire. On comprend en tout cas cette piste-là. Maintenant, que ce soit volontaire et qu'il y en ait plusieurs, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a concertation, parce que ça ne colle pas au profil du pyromane que de se concerter. On va faire un truc, en gros, une sorte d'attentat contre la forêt. C'est pas exactement ça ne colle pas au profil. Mais ce qui est tout à fait envisageable, c'est le fait de voir ces départs de feu pour un pyromane. Bon, ça le travaille, quoi. Ça lui donne envie de passer à l'acte lui aussi. Donc il y a plus que la concertation, mais l'imitation. Et je vous propose de regarder une dernière fois ces images d'Astrid Laïg à Tousson, en Seine-et-Marne, où l'on peut, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, voir cette grande colonne de fumée blanche. On a vu aussi à l'instant cet hélicoptère. Alors là, on peut avoir une pensée aussi pour tous ces pilotes, Paul Sugy, qui sont engagés. On a aussi une belle maîtrise et des individus, heureusement, qui sont là, qui font un travail tout à fait remarquable et difficile, notamment celui de pilote, que ce soit de Canadair ou d'hélicoptère. Ce sont des hommes chevronnés. C'est vraiment qui ont un passé tout à fait exceptionnel. C'est ça aussi bien la capacité de la France et de la sécurité. On parle souvent des soldats du feu pour désigner les pompiers, que ce soit dans les airs, qu'ils soient au sol. Alors soldats parce qu'effectivement ils sont engagés dans un combat au péril de leur vie. Soldats aussi, on en discutait dans les coulisses de cette émission, je dis tout, parce que on avait un mot ensemble sur le profil. Souvent, on sait que ceux qui pilotent des bombardiers, des Canadair, ce sont d'anciens pilotes de l'armée aussi. Et qui retrouvent, je pense, quelque chose de l'adrénaline du combat, parce qu'il s'agit vraiment d'un combat, et on imagine qu'ils comptent assez peu leurs heures. Moi, quand je reprends au vol le débat aussi sur la sévérité pénale qui attend les auteurs, qui, on l'espère, seront d'abord connus et ensuite traduits en justice, la première chose, d'abord, je me méfie de l'argument de la surpopulation carcérale. C'est une évidence que la France manque de places de prison et que nous vivons malheureusement dans une société de plus en plus violente où les auteurs de crimes sont de plus en plus nombreux, et il faut proportionner le nombre de places de prison à la dimension de ce phénomène. Mais je trouve qu'invoquer trop hâtivement cet argument
peut donner le sentiment que l'on disculpe les magistrats d'une politique de laxisme pénal dont ils sont parfois les seuls responsables, indépendamment par ailleurs du nombre de places de prison disponibles ou non pour les prévenus qui comparaissent devant eux. Je ne sache pas qu'au moment de rendre son jugement, les différents tribunaux, les cours d'appel, que sais-je, prennent en compte le nombre de places de prison disponibles pour motiver leur arrêt. Et que je crois qu'en réalité, c'est souvent le dernier de leurs soucis. Quand j'apprends tout à l'heure en début d'émission qu'un des pyromanes qui avait été arrêté quelques années plus tôt est coupé seulement de 2 années de prison avec sursis. Donc il n'a pas été en prison. Nous pourrions imaginer effectivement, Paul Sujet, et la dangerosité d'un individu comme celui-ci, ça veut dire que vous le mettez en situation de pouvoir récidiver à tout moment, alors qu'on sait qu'en plus il y a probablement quelque chose de l'ordre de la psychiatrie. Alors je ne sais pas s'il faut tous considérer ces pyromanes comme des malades mentaux et dans ce cas-là les tenir hors d'état de nuire dans des asiles dédiés, ou s'il faut pouvoir les juger comme s'ils étaient responsables, du moins partiellement, de leurs actes. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que des personnes comme celle-ci, il faut les tenir hors d'état de nuire. C'est 2 ans de prison avec sursis pour un pyromane. Et c'était Jean Delacoste du service police-justice CNews qui nous indiquait cette information. Pour qu'on ait une idée aujourd'hui de la sanction prononcée par les juges sur des questions de feux de forêt, c'est absolument rien. Bon là... dans ce cas-là, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses à la fois de la société et du droit, parce que le droit est le reflet de ce que veut la société. C'est qu'au fond, c'est pas si grave. Au fond, c'est un déploiement de sapeurs-pompiers. Il n'y a pas mort d'homme. Les sapeurs-pompiers font leur boulot. Il y a une démonstration de force des Canadaires. Tout le monde dit que c'est pas bien, que c'est très méchant de faire des départs de feu. Mais ce que ça dit, malheureusement, c'est que c'est pas si grave. Et donc, les personnes qui commettent ce type de crimes et d'infractions et de délits ne prennent pas énormément de risques, in fine. Alors que les conséquences sont énormes. Sur la gravité, on n'arrive plus à percevoir qui est grave ou pas. C'est très grave parce que potentiellement, les conséquences en cascade, il y a un potentiel exponentiel. Alors, il y a des conséquences dont ils se fichent complètement. C'est la question des transports en commun, des autoroutes bloquées, des départs de trains différés. Mais il y a des conséquences aussi pour la vie des gens. C'est-à-dire que souvent, on se dit la perte d'une maison, c'est que du matériel. Non, mais c'est un drame humain. Exactement, c'est bien plus que la perte de matériel. La perte d'une maison, c'est qui brûle et même la forêt. La mort. Et même la forêt. Moi, c'est un point d'accord que j'ai avec, par exemple, les écologistes qui ont beaucoup milité ces dernières années pour introduire la question de l'écocide dans les textes, dans l'arsenal pénal. Alors, je ne sais pas si le mot écocide est le mieux choisi, parce que évidemment, c'est pas la même chose. Écocide, homicide, tuer un arbre, tuer un sanglier ou un chevreuil, ou je sais pas ce qu'on trouve en forêt de Fontainebleau, ça n'a pas la même gravité que tuer une personne humaine. Mais détruire volontairement l'environnement, c'est effectivement très grave. L'environnement, c'est notre patrimoine commun. Alors, à Fontainebleau, cette notion de patrimonialité est d'autant plus présente qu'on sait bien que c'est une forêt historiquement ancrée dans le cœur de la France, mais ce serait vrai pour n'importe quelle forêt. Et je crois que détruire volontairement cela, c'est priver tous les randonneurs, tous les habitants, tous les amis de la forêt de ce patrimoine. La forêt de Fontainebleau, alors on a suffisamment insisté, je ne vais pas le rappeler au risque de passer de nouveau pour un journaliste très parisien, mais c'est aussi l'endroit où vont se promener beaucoup d'habitants des zones très urbaines d'Île-de-France qui n'ont pas de jardin, comme beaucoup de Français ont cette chance, qui n'ont pas de jardin et qui n'ont que la forêt de Fontainebleau ou d'autres, pour aller trouver un peu de récréation, un peu d'air le week-end. Et donc c'est tout ça qui disparaît dans les flammes. Et donc au-delà même, évidemment, parce qu'on est dans une société qui a très peur de la mort. Donc mettre en danger la vie d'autrui, ça c'est très grave, il y a un consensus là-dessus. Mais au-delà même de la mise en danger volontaire de la vie d'autrui qui est manifeste sur ce feu de forêt, il y a vraiment, je crois, cette gravité morale intrinsèque de la destruction des espèces végétales et animales qui vont partir en fumée à cause de ce feu. Léonard Zerbib, avant de marquer une courte pause, alors que nous voyons toujours ces images en direct, on a vu le travail des pilotes d'hélicoptères qui travaillent toujours d'arrache-pied pour tenter de vaincre le feu. Léonard Zerbib. Oui, je voulais réagir sur la surpopulation carcérale. C'est pas parce qu'on en parle qu'on cherche à disculper les magistrats. C'est simplement pour expliquer que même si c'est pas dans leur motivation formelle, dans leurs arrêts, c'est un argument qui rentre en ligne de compte. Donc ça ne justifie pas que des peines soient trop faibles dans certains cas. Maintenant, ce qui est très compliqué dans ce type de délit ou de crime, c'est que justement, on le voit, si vous passez de l'atteinte involontaire à l'atteinte volontaire, vous passez d'un délit à un crime. Et donc, les peines peuvent être quasiment doublées. Et c'est parfois très difficile d'apporter la preuve que les personnes qui se présentent devant la justice sont bien les auteurs de ces incendies. Donc là, on est là à dire sur ce plateau, oui, il y a peut-être la possibilité que ce soit bien un incendie volontaire, mais ensuite, aller démontrer
que parmi les quelques personnes qui ont été placées retenues actuellement en détention, que ce sont bien les auteurs. En tout cas, voilà. ce qui est tout à fait révélateur, c'est que même autour de ce plateau, assez rapidement, alors que nous continuons à voir ces images tout à fait désastreuses de fumée blanche à proximité de Fontainebleau dans les Seine-et-Marne, eh bien, assez rapidement, nous en sommes venus à l'aspect judiciaire et pénal, puisque nous sommes tous outrés eh bien, par l'idée de savoir que peut-être c'est un individu, un pyromane, qui a mis le feu avec tous ces dégâts en cascade. C'est vraiment une catastrophe pour cette forêt de Fontainebleau, qui est le patrimoine français. On marque une courte pause, restez avec nous. Dans un instant, un témoignage très fort de Patrick Prigent, rescapé de l'attentat du 14 juillet à Nice. C'était il y a tout juste 10 ans. On en parle tout de suite sur CNews Europe.